Cette semaine, nous avons été visiter une nouvelle brasserie à Oka, la microbrasserie Manigance. Maxime, moi et Sébastien, on a commencé les trois à brasser en même temps, pour la petite histoire. Là. On était tous les trois passionnés de bière, de microbrasserie en tant que dégustateurs. Max et moi, on travaille dans le domaine du design graphique et web et tout ça, donc on avait des clients dans le domaine de la microbrasserie. On était un peu le pied là-dedans par une autre porte, si on veut. Mais à partir du moment où on s'est mis à brasser, c'est vraiment les trois ensemble qu'on s'est changé des conseils et tout. Puis pendant la pandémie, comme Maxime disait, là, notre intérêt a grandi. On a eu un peu plus de temps à mettre, comme plein d'autres mondes, sur des projets quelconques. Là, on a eu l'envie de faire ça professionnellement. Donc, on ne vient pas du tout de ce milieu-là, ni de la restauration, ni de la production artisanale, ni aucun des trois. Mais on a fait le saut là, avec une bonne préparation. Là. Est-ce que la décision s'est prise un soir, ça, de dégustation, je suppose? Ah ben autour plusieurs soirées. Avec une distanciation sociale là, très légale, autour d'un verre où effectivement le plan d'affaires s'est développé à toutes sortes d'endroits, même dans une cabane à pêche sur le lac des Deux-Montagnes, à toutes sortes d'endroits. En dégustant des bières des autres, mais aussi en dégustant nos propres bières qu'on est en train de bâtir. Ça nous a amené dans une énergie là, vraiment intéressante. On a vu la cohésion du groupe, on a vu le professionnalisme qu'on avait pour les produits, parce que oui, c'est un restaurant ici et tout, mais notre focus, c'est la bière, c'est ça qui nous passionne le plus. Donc, on savait ce qu'on voulait brasser avant de commencer à brasser, on savait la qualité qu'on voulait atteindre. Donc, à partir du moment où on a brassé, c'est ça, ensemble, on a rapidement vu le potentiel et la qualité des produits qu'on était capable de faire. Donc ensuite, avec quelques formations et un bon coaching et tout ça, là, on a réussi à se rendre à un niveau supérieur. Au début, on parlait de manigance brassicole et tout. Donc c'est comme ça que le nom est venu sur la table. Et puis c'est comme ça qu'on a démarré notre projet. On brassait tous de façon amateur à la base, puis on a comme progressé graduellement dans ce domaine. C'est ici qu'on produit la bière, la journée où on fait un brassin et la fermentation, tout est dans la même pièce. Ici. Tout est dans la même pièce? Oui, ici on n'a pas de fermenteur à l'extérieur, tout se passe ici. Éventuellement, peut-être qu'on pourrait avoir un peu d'espace au sous-sol pour ajouter la fermentation un peu plus différente dans des barils de bois. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on envisage, ça se fait beaucoup, faire vieillir des bières. Mais pour l'instant, nous, on a 6 fermenteurs et un système à 2 cuves. C'est quoi que vous utilisez le plus de l'orge? Tu m'as parlé aussi du riz parce qu'il y avait des particularités. Exactement. Donc, c'est quoi? Bien, en fait, une bière, ça prend de l'eau et une céréale, puis cette céréale-là, c'est de l'orge maltée. Si on ajoute du blé, qui n'a pas d'écorce, ou de l'avoine, ou on peut ajouter toutes sortes d'autres céréales, mais il faut qu'il y ait une base d'orge maltée. Parce qu'il y a une écorce qui permet de bien filtrer. Lorsqu'on est en circulation, on fait notre empâtage, faut qu'on ait un lit filtrant et que ça ne soit pas pris en pain. La différence qu'il y a si on utilise du blé, c'est quoi qu'il faut faire? Bien, je vais prendre l'exemple d'une bière blanche, une belge, où on met un bon pourcentage de blé. Bien, il faut compenser pour avoir un bon lit de filtration avec de l'écorce de riz qui peut aider à justement bien continuer à faire la circulation pour aller chercher le plus de sucre possible dans le mou. Donc, ça prend à peu près combien de temps pour faire une brassée complète de A à Z? Bien, un brassin, ça se fait dans une journée. Aujourd'hui, il y a Julien qui a brassé avec nous, notre aide-brasseur. Ça va peut-être y prendre 6 heures à peu près. Nous, on brasse sur un petit système. C'est considéré comme un petit système, c'est du 300 litres. Là, on fait notre empâtage ici. On transfère dans la cuve d'ébullition. Il y a une période d'ébullition.
Et une fois qu'on a terminé cette étape-là, où on a ajouté une certaine quantité de doublon pour l'amertume et tout, on transfère dans une cuve un fermenteur en refroidissant le mou, parce qu'il faut que le mou soit à une certaine température pour pouvoir ajouter les levures qui, elles, demandent une température, en tout cas, une échelle de température pour qu'elles puissent être productives. Voilà. Se développer. Exactement. C'est le but de la... Exactement, c'est ça. Je pense qu'on n'est jamais prêt à ouvrir quand on fait un projet comme ça, mais en automne, on espérait ouvrir le plus rapidement possible et finir tous les travaux, tout ce que ça impliquait, commencer à avoir des brassins. On s'est fait pris de court un peu, on a eu des réservations pour le temps des fêtes, une école complète qui réservait la place, une CPE, l'enthousiasme des gens locaux était incroyable. Le fait que le projet soit un peu plus long que nous, on l'avait prévu, a créé une espèce d'engouement qu'on n'avait pas vu venir dans le village. Les gens attendaient vraiment après nous. Là. On entendait des phrases « Quand est-ce que ça rouvre? » Dans la fenêtre d'un auto qui passe pendant qu'on travaillait sur la terrasse. On installait la pancarte, puis « Quand est-ce que ça rouvre? » Ça, on l'a entendu plusieurs fois. Ça nous a donné tellement une énergie à la fin du projet quand on est un peu exténué et tout. Là, notre autre partenaire, Sébastien, est entrepreneur général, donc il gérait les rénovations et tout. Mais ça nous a donné vraiment un boost là, pour se rendre jusqu'à l'ouverture. Donc, dès notre ouverture, on était plein. Les premières soirées, les 2-3 premières soirées de rodage avec nos familles et amis, ça s'est quand même bien déroulé. On a appris rapidement beaucoup de choses. Mais ensuite de ça, dès qu'on a ouvert, c'est incroyable. Le village d'Oka était avec nous là, parce qu'on n'a fait aucune publicité ailleurs que sur les réseaux sociaux locaux, justement, pour y aller par étapes, essayer de se roder un peu. Mais rapidement, le mois de décembre a été super bon pour nous. Puis on s'attendait vraiment à ce que janvier, février soit un peu plus calme, justement, parce que c'est comme ça dans la restauration en général. Peut-être l'effet de nouveauté, peut-être qu'on a bien monté le projet, peut-être qu'on a bien saisi les besoins, mais on remplit nos salles à tous les soirs depuis janvier, février. Là, on arrive à la fin de février. Puis ce soir, ça s'enligne pour une belle soirée encore. On venait vraiment contents. Il y avait vraiment un besoin. En fait, je pense que une microbrasserie, c'est peut-être un peu un prétexte. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment la bière, mais c'est pas juste ça, c'est le lieu de rassemblement. La convivialité. Le lieu de rassemblement, la convivialité, le côté un peu plus, c'est ça, bonne franquette, même si la qualité est là. Mais je pense que chaque village au Québec devrait avoir sa microbrasserie. Je pense qu'on s'en vient bien à ce niveau-là, dans la plupart des villages. Puis nous, depuis 5 ans, on se disait que le projet est parti un peu de là. Comment ça se fait qu'Oka n'a pas sa microbrasserie? Donc, ça nous créait un petit stress au départ parce qu'on se disait, c'est sûr que quelqu'un d'autre va penser à ça. Fait qu'on a avancé assez rapidement pour lancer le message qu'on travaillait sur le projet. Là. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous aide en ce moment puis qui va nous aider pour tout au long de l'été, là, assurément. De là, on rentre ici dans une température. Oui. Il faut que le mou qui passe de 100 degrés, oui. En général, parfois il y a un refroidissement, aille dans la cuve de fermentation autour de entre 18 et 22 degrés selon le type de bière, selon le type de levure. Donc, ensuite, une fois qu'on a mis le mou dans un des fermenteurs, on ajoute la levure. Et puis là, on laisse en fermentation. Ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Il y a d'autres bières ça peut être plus long selon le type de bière. Après, une fois que c'est fermenté, puis qu'on arrive à une étape, est-ce qu'il y a un moment de repos? Est-ce qu'il y a un moment de décantation? Exactement. Il y a une décantation on doit baisser la température, ce qu'on appelle dans le domaine un cold crash. Donc, on baisse la température pour que tout sédimente et puis qu'on puisse, c'est comme un moyen de filtrer naturellement la bière. Donc, après, on retire un peu tout ce qui est sédimenté, 1-2 fois. En tout cas plusieurs fois dans le processus. Une fois qu'elle est froide, il y a un processus de gazéification où on injecte du CO2 pour justement la rendre effervescente. D'accord. Et puis, par la suite, une fois que ça s'est fait, là, on transfère dans des barils pour qu'on puisse la mettre sur les lignes de fût, donc dans des fûts. On ne peut pas se permettre d'être niché et faire que des bières anglaises ou des bières tchèques dans un village comme ici. Notre modèle d'affaires n'est pas bâti comme ça. À Montréal, dans un petit quartier où on peut prendre une station de métro et aller à un pub où il n'y a que des bières allemandes, après un pub anglais, ça, c'est possible. Ici, nous, notre modèle d'affaires était basé sur une variété, même si nous, on a nos préférences. On est super confortable avec tout ce qu'on brasse et surtout tout ce qu'on présente aux clients. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on est 3 brasseurs avec des goûts qui se ressemblent, mais aussi qui diffèrent, ça nous a aidé vraiment à créer une variété de 14 bières vraiment dans tous
tous les sens. Là. Comme Max dit, on a des blondes, des IPA, mais on a aussi des ESB, qui est un type de bière anglaise un peu moins connu, mais les amateurs apprécient ça. On a des Imperial Stout au café, avec le café local de Kanasatake. On va avoir une bière sûre avec des fruits locaux au Camerise. On essaie de justement essayer de faire converger les différents goûts vers un seul produit. Puis on essaie de faire ça tant que possible avec quelques bières et aussi les plats dans la cuisine. Ce soir à l'émission, Salut, c'est Steph de ma banlieue. On est de retour pour une nouvelle saison. Wow! Puis on célèbre ça avec un flamant rose géant. C'est des gros sujets, hein? C'est des gros Comme sujets. On peut voir. On est à l'affût de l'actualité ici à TVDL. J'aime ça. Ma banlieue, tous les mercredis, 19h30. Au départ, il fallait bâtir un menu. Nous, notre passion, c'est la bière et tout, mais rapidement, dans notre plan d'affaires, on voyait que ça nous prenait de la restauration. On voulait que les gens viennent pour pas juste une bière ou deux. Là. On voulait que les gens passer une soirée en bonne compagnie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les enfants sont les bienvenus ici aussi. On a un menu pour enfants et tout. Donc, au départ, on avait l'idée de faire un menu de base, mais on attendait de trouver notre chef pour qu'il puisse amener sa couleur, peu importe qui sera notre chef. Donc nous, nos idées de base, c'était pizza, burger, poutine. T'sais, on partait un peu avec ça, hot dog, mais version un petit peu plus pimpée, avec des produits de qualité et tout. Notre chef est salvadorien, José Calderon. Donc rapidement, il a réussi à amener sa couleur, même dans les plats, dans ces plats-là de base, mais il a amené aussi des idées pour d'autres plats. Donc maintenant, on a des tacos qui sont extraordinaires. Donc il a amené sa couleur rapidement. Les nachos, c'est pas les nachos du Costco. Là. On s'entend, on est à garde. Donc là, Sébastien, on est au moment de la dégustation. C'est pas le pire moment de la journée, ça. Hein? Non, jamais. Jamais. Il n'y a pas nécessairement un accord mets-bière pour aujourd'hui, quoique avec la blonde, tout peut bien aller. Ici, on a le mac and cheese, manigance. Donc, la touche particulière locale, c'est l'ajout du fromage d'Oka, évidemment. On était à Oka, il fallait intégrer ça dans nos plats. Le fromage d'Oka est intégré dans notre mac and cheese et aussi dans nos nachos, avec la sauce au fromage. Okay. On a des choux de Bruxelles frits. Avec vinaigre balsamique, parmesan et sirop d'érable. Pour les bières, on a choisi ici de vous présenter l'Imperial Stout. Une de nos fiertés, en fait, c'est une bière assez forte, 7,5 % d'alcool, avec des notes de chocolat, café, vanille. Mais on a aussi intégré le café de Mocassin Joe, une torréfactorie à Kanasatake. Donc on collabore super bien avec Little Tree Farm, là, qui ont plusieurs entreprises, entre autres dans le café. Donc, c'est une bière un peu dessert, là, avec un petit chocolat de Mathilde Failly. C'est extraordinaire. Une bière qui peut se déguster à température pièce, un peu plus chaude également. D'accord. C'est très bon. Et puis ça, comme bière, c'est? C'est la Czech Lager. Donc, une blonde d'inspiration tchèque. Ça, ben oui, moi, je peux bien aller avec ça. Santé, Christophe. Santé. Merci beaucoup. Hein. Vraiment bien. Accompagné avec les choux de Bruxelles et tout. Elle est très bonne. Pas d'amertume et tout. Vraiment bonne. À y être, hein, je goûte tout. Hein, j'aime ça, moi. Hein. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Les choux de Bruxelles, là, tu vas voir, sont vraiment intéressants. J'aime ça aussi. C'est des vieux légumes. Des choses qu'on ne trouve plus puis qu'on a à portée de main. On a la pizza manigance.
Nous, on ne fait pas nos pâtes ici, on collabore avec la boulangerie juste à côté. Donc, c'est la pâte à pizza Patoka. Et puis, on a prosciutto, fromage de chèvre, roquette. Vas-y, Comme vas-y. disent les Italiens, on y va avec les mains, on la plie en deux. C'est comme ça qu'il faut manger ça. On ne peut pas faire autrement. C'est une sauce tomate maison. Oui, assurément. Ça va bien. Le bacon, la chèvre dedans. On sent bien tous les goûts. Vraiment bien. Puis la pâte est juste bien balancée pour pas qu'elle ressorte trop et qu'elle vole la vedette. Ouais. Mais en même temps, elle tient bien la pizza. Elle est croustillante et tout. C'est rare d'avoir des petites pizzas de même avec un croustillant et tout. Vraiment bon. Honnêtement, juste la satisfaction des clients, c'est très cliché, mais je pense que ça dit tout. Cependant, éventuellement, on aimerait aussi ça intégrer des festivals de bière ou des petits marchés, mais il y a encore un enjeu à ce niveau-là avec les microbrasseries. Mais les festivals de bière, c'est un truc qu'on viserait à court moyen terme. Et puis peut-être éventuellement augmenter notre production pour distribuer dans un peu plus de points de vente. Pour l'instant, on met en canette pour le pub ici. On ne vend pas à l'extérieur, mais les gens peuvent repartir avec Donc, quelques vous avez bières. un format de canette à emporter directement d'ici. 3,55 les petites canettes, c'est le format qu'on a choisi. Ça fait partie de... Nous, on est beaucoup dans l'image de marque. Là. On aimait l'ambiance pub un peu rétro aussi, donc on trouvait que ce format-là, ça prêtait mieux. Éventuellement, on aimerait produire un peu plus pour pouvoir distribuer, mais selon si on se fie à notre plan d'affaires, puis c'était une belle projection, c'était distribuer dans vraiment les commerces locaux, parce qu'on se dit toujours... si je suis à Trois-Rivières, je vais dans un dépanneur puis il y a de la bière d'Oka, quel intérêt, à part si la bière, c'est comme, elle a un hype de fou. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que les gens qui viennent dans la région d'Oka, les Basses-Laurentides, aillent dans un petit marchand et puis ils cherchent la bière locale. Il y en a plusieurs. On n'est pas les seuls. D'ailleurs, il y en a d'autres très bonnes microbrasseries dans les Basses-Laurentides. Mais au moins, ça donne un autre choix. Puis on n'a pas une production qui va nous permettre éventuellement de distribuer partout au Québec. C'est pas ça du tout notre idée. Là. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu, d'avoir que les gens qui viennent à Oka, il y a la bière d'Oka, qu'on peut trouver peut-être à Saint-Eustache ou à Saint-Placide ou à Mirabel, éventuellement, mais l'objectif, c'est de rester local, effectivement. J'ai vraiment été content de cette visite. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci. Vous le méritez parce que je trouve qu'il y a quelque chose de chaleureux dedans, ici, quand on rentre. Et puis, je suis persuadé qu'on va entendre parler de vous pendant longtemps. Ben, c'est bien gentil. Santé, Christophe. Santé, merci On va le beaucoup. faire. Allez, bye-bye, Cheers. au plaisir. Merci. Hein? Ce soir à l'émission, En 1919, Eustache Varin est parti de Montréal, travailler dans la construction pour fuir la conscription et venir s'établir ici à Oka. Il a défriché ses choses, il a bâti sa première cabane à sucre. La cabane à sucre, c'est dans les premières cultures qu'il a fait. Donc, depuis ce temps-là, mon grand-père, Joseph Albert, ainsi que mes parents, Harold et Nicole Varin, ont repris. Donc, ça fait de moi la 4e génération maintenant. C'est sûr que la ferme initiale, ça s'est agrandi. On a joint d'autres érablières, tout ça. Mais au départ, là, on avait à peu près 5000 en taille. Là. Fait que c'était la première... Le début. Le début, exactement, de l'aventure. Là, c'est parti. Oui, fait qu'on peut dire que maintenant, on a plus que 100 ans d'existence. Pas rien quand même, quand on pense à ça. On est dans le siècle, là. C'est gros, c'est gros. Je pense qu'en 1982, il y a eu quelque chose avec l'érable.
Ça a amené quoi? Ça a obligé quoi à faire à l'érablière pour passer ce cap-là? Oui, en 1982, il y a eu une production record, puis les producteurs restaient pris avec leur sirop d'érable. Ils ne savaient pas comment l'écouler. Donc, à ce moment-là, mes parents se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on a comme option? Ils ont dit, bien, on va commencer à faire des sous-produits. Tout ce qu'on voit, le beurre et tout ça. Fait qu'ils ont dû prendre des cours, faire des recherches, tout ça. Puis tranquillement, bien, ils sont arrivés à faire une bonne partie de leur production. Nous, on écoule tout en sous-produits ou en sirop en canne. Donc, c'est vraiment un créneau un peu différent des autres producteurs qui, des fois, eux, vont transporter leur baril ailleurs, mais ils ne s'occupent pas de la mise en marché. Donc ça a des biens, mais ça a aussi des conséquences. C'est qu'il a fallu développer notre mise en marché parce que c'est bien beau de faire des sous-produits, mais les gens ne se sont pas mis en ligne à la porte pour acheter ça non plus. Ouais. Donc, on s'est mis à faire des foires alimentaires à l'extérieur. On a fait pendant des années, là, il y avait une grosse foire à Place Rosemère à l'époque, à la Saint-Valentin. On faisait des sorties, tout ça. Fait que, tranquillement, on a ajouté plein de petits créneaux de canal pour nous faire connaître, autant en Ontario qu'ici au Québec. Puis, de fil en aiguille, bien, on a bâti tranquillement notre réseau dans les marchés de Noël, marchés publics. C'est toujours le fun de commencer un nouveau marché parce qu'au début, personne ne nous connaît. C'est très touristique, donc on parle beaucoup de comment on fabrique l'érable. Les gens ont une idée des fois, ils pensent que l'eau qui coule des érables, c'est presque déjà du sirop. Fait qu'on fait beaucoup d'éducation, puis ça, c'est vraiment valorisant. Comme quand je reçois des autobus de français, parce que j'ai des guides avec qui, depuis des années, mes parents ont fait affaire, puis qui viennent ici, puis c'est souvent des jeunes. Fait que c'est des jeunes de 14, 15, 16 ans. Puis, on fait la visite guidée. Là. On part d'ici, on va à l'érablière, ils marchent dans le bois, on leur montre tous les tuyaux, la tublure et tout. Puis les jeunes sont vraiment allumés, là. Ils posent des bonnes questions. C'est surprenant de voir eux qui ne connaissent pas ça, là. C'est vraiment le fun. Puis ils repartent d'ici vraiment avec des étoiles dans les yeux parce que on pourrait-tu venir faire ça, nous, l'entaillage, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que non, j'adore le contact humain que ça nous donne comme opportunité. Que ça apporte, c'est agréable. Ouais. C'est pas chaud, hein? Non, il fait pas chaud. On n'est pas encore en fonction, hein? La saison n'est pas encore commencée. Ça ici, c'est l'évaporateur électrique. C'est comme un gros presto. Une fois qu'il est fermé, je peux pas l'ouvrir. OK, c'est sous pression. C'est sous pression, exactement. Donc, le sirop va cheminer de l'avant et c'est de l'eau d'érable. Puis, à la fin de l'évaporateur, ça va couler en sirop. En dessous, il y a de l'eau. Toute l'évaporation, la vapeur qui ressort est récupérée en dessous. Exactement. Ah. Donc, vous ne pouvez pas voir si les cheminées boucanent pour voir si on est en production. C'est vraiment juste cet évaporateur-là. Donc ici, on a un sirop d'érable bio et 0%... Zéro carboneutre. Carboneutre. Ça, c'est bien, ça. Une journée typique à l'érablière, quand tout va bien, le matin, si on a travaillé la veille, on doit nettoyer, conditionner notre évaporateur. Ça veut dire tout le brosser, le laver avec de l'eau pour le mettre le plus propre possible parce qu'on veut le sirop le plus blond possible. Plus j'ai un beau sirop clair, plus je peux faire des beaux sous-produits. Donc, normalement, la journée, quand le soleil se lève, ça réchauffe tranquillement. Fait qu'on pense que vers à peu près 11h, midi, 1h, le soleil va avoir assez réchauffé pour que les coulées s'initient. À ce moment-là, moi, je vais être à l'érablière, je vais recevoir l'eau d'érable qui arrive par camion citerne ici. Puis, je vais commencer à faire l'osmose. Ça veut dire que je vais commencer à séparer mon eau d'érable en filtrat et en concentré. Donc ça, l'osmose, c'est ce que tu disais, c'est ton petit truc à toi, tu amènes l'eau à une température... Bien, je concentre une partie de mon eau d'érable, je la concentre avant qu'elle rentre dans mon évaporateur. Okay. Donc, moi,
Il y a des gens qui vont concentrer jusqu'à du 30 degrés Brix. Moi, ma recette, 12-14 degrés, ça fonctionne bien. Donc, c'est parce que ce qui est important de voir, c'est ton apport d'eau par rapport à la vitesse que ton sirop coule. Parce qu'il faut toujours que j'en ai. Je ne peux pas me permettre que mon évaporateur s'arrête parce que j'ai plus de quoi l'alimenter. D'accord. Donc, moi, j'ai trouvé qu'avec un 14 de degrés Brix, j'ai... Une continuité. Une continuité, puis c'est vraiment intéressant. C'est bien, ça. Je peux bouillir en continu. Avec le nombre d'érables qu'on a. Nous, ici, on a 27 500. Dans le continu, donc ce qui veut dire qu'une bonne journée, si la température le permet, que la chaleur est là, que ça coule bien, donc là, comme vous pouvez rester longtemps à on peut bouillir. faire un 24 heures. 24 heures, oui. Okay. Ici, c'est la mise en conserve. On est quand même encore artisanal. Oui. C'est sûr que c'est plus comme quand mon grand-père faisait canne par canne. On a un petit peu d'aide, mais chaque canne est manipulée par un humain. J'ai un spectromètre qui va venir dire voici le degré de lumière, puis qui va me permettre de dire c'est quel grade. Fait qu'on a quand même de l'aide technologique, mais j'aime penser qu'il y a toujours un humain en arrière de chaque bouteille qu'on retrouve sur une tablette d'épicerie. Mon père est toujours dans l'entreprise, il n'est pas capable de s'arrêter. C'est bon pour moi parce que c'est un mentor. C'est avec lui que j'apprends plein de choses. Et depuis que je suis arrivée il y a 5 ans, moi, j'avais jamais bouilli avec un poêle électrique. Je connaissais certaines choses que j'avais fait depuis mon jeune âge, mais il m'a vraiment beaucoup guidée. Puis ma mère aussi, là, fait que ça a vraiment été des mentors. C'est sûr que là, en ce moment, je suis en mode, il faut que j'apprenne, fait que j'ai appris énormément, mais non, je pense que ça s'en vient bien. Là, des fois, c'est moi qui dis, oh, on devrait faire ça de telle façon. Là, on est dans l'atelier de transformation. C'est ici qu'on fait plein de petits miracles. OK. Plein de gâteries. Le séchage. Fait que chaque bonbon est étendu pour donner... Tantôt, on en a goûté, c'était super bon, mais c'était des gros, hein? Oui, c'était des gros. Et ça, c'est les petits bonbons. Ça, c'est les plus petits. Donc, il vaut mieux avoir 4 comme ça dans un sachet qu'une grosse feuille, hein? En tout cas, 2. Il n'y a pas de crème, il n'y a rien là-dedans. Non, c'est toujours pur sirop d'érable. Pur sirop d'érable, aucun autre additif. Et ben, non, c'est bien blanchi, ça, hein? Oui, fait que les gens, des fois, ont l'impression dans le beurre, mettons, ils vont dire « Ah, ben le beurre, il doit avoir du produit laitier. Oui. Non, c'est vraiment du barattage. Fait que c'est seulement sirop d'érable. C'est l'air. Exactement. Hein? Tu vois, je connais un peu la cuisine, hein? Exact. C'est l'incorporation qui fait la différence. Bien, Geneviève, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Bien, ça me fait plaisir. Avec toute ta petite équipe, puis on a passé un beau petit moment. Bien, j'ai beaucoup apprécié ça. À bientôt. Allez, bye-bye.